Mes parents ont tout laissé à ma sœur après que j'ai dépensé 60 000 $ pour sauver leur maison. Un mois plus tard, ma mère m'envoie un message, l'hypothèque est arrivée à échéance. J'ai juste répondu, demande à l'héritière. Je travaillais à 2 endroits différents, je conduisais sous la neige pour apporter des médicaments à ma mère, et j'ai dépensé plus de 60 000 $ pour sauver la maison familiale. Puis, un week-end comme un autre, j'ouvre un classeur de documents, et je découvre que je n'existe même pas dans le testament. Pas une ligne. Et maintenant, ils reviennent vers moi en disant qu'ils sont sur le point de tout perdre à nouveau, et devine sur qui ils comptent pour tout arranger? J'ai longtemps cru que le dévouement et les sacrifices finiraient par être récompensés, jusqu'au jour où j'ai ouvert ce vieux classeur. C'était un après-midi comme les autres, et j'étais passé chez mes parents à Salem, dans l'Oregon, comme presque tous les week-ends. Ma mère, Denise, n'a jamais été très douée avec la technologie, alors je l'aidais toujours à trier les factures, vérifier les impôts, scanner des papiers importants. Cette maison en briques rouges à 2 étages, la même que j'ai aidé à rénover et à entretenir financièrement pendant près d'une décennie, me semblait plus à moi qu'à eux. Tu peux jeter un œil à ces papiers, m'a-t-elle dit en me tendant une pile de feuilles en désordre, avant de retourner s'occuper de ses orchidées dans le jardin. Je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai commencé à trier la pile, jusqu'à ce que je tombe sur une grande enveloppe couleur crème, avec des lettres en gras, plan de succession et testament. J'ai hésité. Pas par curiosité ou du moins c'est ce que je me disais, mais parce que je voulais m'assurer que tout était en ordre. J'ai toujours été celui qui s'inquiétait pour ces choses-là. Celui qui gardait la famille unie quand tout menaçait de s'écrouler. Mais quand j'ai tourné la page de la répartition des biens, j'ai senti mon cœur se serrer. Tout et je veux dire absolument tout ce que possédaient mes parents, la maison, estimée à plus de 450 000 $, le compte épargne, le SUV tout neuf, même l'alliance de mariage de ma mère, tout était destiné à ma petite sœur, Samantha. Et moi? Rien. Même pas une mention, à part une ligne vague, nous aimons nos 2 enfants. J'ai serré le papier dans mes mains. Chaque souvenir où j'ai cumulé 2 boulots pour aider à payer l'hypothèque. Chaque fois que j'ai traversé une tempête de neige pour apporter des médicaments à ma mère. Chaque tuile changée, chaque tuyau réparé. Tout ça a disparu en un instant, effacé par cette phrase froide imprimée sur du papier. J'ai entendu les pas légers de ma mère revenant dans la maison. « Mon chéri, t'as trouvé le relevé ?» Je me suis levé, le testament en main, et je me suis retourné. Ma voix était calme. Trop calme. « Maman, c'est réel, ça ?» Elle s'est figée, son regard tombant directement sur le papier que je tenais. « Oh, mon fils, ça? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les yeux coupés, la gorge nouée, mais chaque mot tranchant comme une lame. Toute une vie à prendre soin de vous, et je suis effacé comme si je n'avais jamais existé? Mon père, Richard, est entré dans la pièce à ce moment-là avec une tasse de café. Il l'a posée sur la table avec un soupir, comme s'il s'apprêtait à faire un commentaire sur la météo. « Tu n'as pas besoin de réagir comme ça, fiston. Tu t'en sors bien. » Alors que Samantha, elle, cherche encore sa voix. J'ai éclaté d'un rire sec, sans aucune trace d'humour. Cherche encore sa voix? Elle a 30 ans, change de boulot tous les 3 mois, vit de vidéos YouTube et n'arrive même pas à payer son propre forfait téléphonique. C'est moi qui ai payé l'hypothèque ces 3 dernières années. Qui ai réparé le toit l'hiver dernier? Qui ai maintenu cette maison debout, dollar après dollar? Ma mère a fait un pas vers moi et a posé sa main sur la mienne, comme pour m'apaiser. Ne te fais pas trop de soucis. Je voulais juste que ta sœur se sente en sécurité. J'ai retiré ma main, hoché la tête légèrement, le regard glacial. En sécurité? Et moi, alors? Le seul qui ait maintenu cet endroit en vie pendant toutes ces années? Silence. J'ai laissé le testament sur la table, comme on dépose une déclaration de guerre. Merci de m'avoir montré clairement quelle est ma place dans cette famille. Je suis sorti sans me retourner. Personne ne m'a rappelé. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti blessé. Je me suis senti vide. Un vide silencieux, glacé, qui m'a envahi de l'intérieur. Je ne suis jamais retourné dans cette maison après ce jour. 2 semaines ont passé. Silence total. Aucun appel, aucun message. Comme si je n'avais jamais existé. Je me suis convaincu que, s'ils avaient un minimum de conscience, ils viendraient vers moi. Mais au lieu d'excuses ou d'une tentative de discussion,
ce que j'ai reçu, c'était un message de mon père. Fils, l'échéance du prêt immobilier approche. Tu peux faire le virement avant vendredi? Je suis resté figé, fixant l'écran. Une partie de moi avait presque envie de rire. Aucune mention du testament, pas un « comment tu vas », juste une demande directe, comme si j'étais leur distributeur automatique personnel. J'ai répondu, chaque mot glacé comme de la neige fondue. Je pense que Samantha peut s'en charger. Après tout, c'est sa maison maintenant, non? J'ai posé le téléphone sans attendre de réponse. 10 minutes plus tard, l'écran s'est rallumé. Cette fois, c'était ma mère. Fils, ne fais pas ça. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas triste. Ni même en colère. C'était différent. Un genre de lucidité implacable avait remplacé le moindre espoir fragile que j'avais pu avoir un jour. J'ai passé des années à croire que mes efforts finiraient par être reconnus. Je m'étais trompé. Et je n'avais plus l'intention d'être le sauveur de cette famille. 3 jours plus tard, un autre message, cette fois de Samantha. Tu exagères. Papa et maman ne voulaient pas mal faire. T'as toujours été le plus indépendant, moi jamais. J'ai tapé lentement, chaque mot déchirant ce masque de victime qu'elle portait depuis toujours. Alors prouve que tu mérites ce que t'as reçu. Commence par payer l'hypothèque. Pas de réponse. Encore une semaine de silence. Jusqu'à ce qu'un lundi matin, en buvant mon café dans la cuisine, mon téléphone vibre avec une demande de virement. Exactement 2009 $. De ma mère. Sans message. Juste la demande sèche, impersonnelle, comme si elle prenait un rendez-vous chez le dentiste. J'ai refusé sans hésiter une seconde. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était elle. J'ai laissé sonner jusqu'à la 4e sonnerie, puis j'ai rejeté l'appel. Quelques secondes après, un message. Fils, je sais que tu as vu. Pourquoi tu as refusé? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, et j'ai répondu. Parce que ce n'est plus ma responsabilité. Demande à Samantha. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti aux commandes. Je n'étais plus celui qui accourait pour réparer des dégâts qu'il n'avait pas causés. Plus celui qui sacrifiait sa jeunesse pour recoller les morceaux des autres. 3 jours plus tard, encore un message de Samantha. Tu es tellement égoïste. C'est pas toi qui disais que la famille passait avant tout? J'ai lu et relu cette phrase. La famille, elle disait. Cette même famille qui m'avait traité comme un étranger. Comme un distributeur de billets ambulants. J'ai répondu avec une seule phrase. Une famille, c'est du respect et de la justice. Pas exploiter quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne serve plus à rien. Après ça, à nouveau le silence. Mais cette fois, il ne faisait pas mal. C'était du soulagement. Un poids qui disparaissait de mes épaules. Mais au fond de moi, je le savais, ce n'était que le début. Ils reviendraient. Quand plus personne ne voudrait les aider. Quand la maison serait menacée de saisie. Quand Samantha, même avec tout l'héritage, ne saurait toujours pas comment payer une facture. Et quand ce jour viendra, je serai prêt. Pas pour les sauver. Mais pour leur montrer que je n'étais plus l'idiot qui se sacrifie pour rien. Cette même semaine, presque à minuit, mon téléphone s'est allumé. C'était encore Samantha. J'étais sur le canapé, en train de lire un roman historique en buvant du thé. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. Tu dramatises. Tout le monde est stressé et toi, tu choisis ce moment pour en rajouter. Ce sont juste quelques paiements de plus. Tu l'as toujours fait. J'ai laissé échapper un rire sec. Juste quelques paiements de plus. Facile à dire pour quelqu'un qui n'a jamais payé une seule facture d'électricité de sa vie. J'ai répondu. Je ne dramatise pas. Je suis clair. Et il va falloir que tu t'y habitues. Moins d'une minute plus tard, elle a répliqué. Tu es égoïste. Ne t'étonne pas si papa et maman ne te pardonnent jamais. J'ai posé mon téléphone sur la table. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas demandé s'ils étaient blessés. Je n'ai pas couru pour essayer d'être le bon fils. J'avais franchi une ligne. Celle entre être exploité, et enfin poser mes limites. Le lendemain, j'ai appelé la banque pour retirer mon nom du compte joint utilisé pour l'hypothèque.
J'ai aussi contacté les compagnies d'eau, d'électricité et d'Internet pour annuler tous les prélèvements automatiques que je payais depuis des années, en silence. J'ai supprimé les rappels de paiement de mon téléphone comme une petite cérémonie. La fin de mon rôle dans cette maison. Ce soir-là, j'ai rangé mon petit appartement, lancé une playlist que j'aimais bien, et j'ai commandé un gâteau au chocolat que j'avais toujours voulu goûter, mais que je n'achetais jamais parce que l'argent devait aller à quelque chose de plus important. J'ai commencé à mieux dormir. Je me réveillais sans alerte de facture. J'allais travailler sans porter le poids de 3 adultes sur mes épaules. Je me suis même inscrit à un cours d'art en ligne, quelque chose dont je rêvais depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais le temps. Ou plutôt, je ne m'étais jamais senti autorisé à être égoïste. Et à mesure que ma vie commençait à respirer par elle-même, les échos du passé sont revenus frapper à ma porte. La semaine suivante, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes après, un message. « Fils, il faut qu'on parle. Ta sœur ne sait pas comment payer Internet. Tu peux l'aider ?» Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, encore un autre. Le téléphone fixe a été coupé. Elle n'arrive pas à accéder au site. Je ne sais pas quoi faire. J'ai lu le message, puis j'ai ouvert ma bibliothèque et sorti un vieux carnet. À l'intérieur, toutes les informations, mots de passe, date d'échéance, numéro des services clients. Pendant des années, chaque fois que mes parents ne savaient pas quoi faire, ils m'appelaient. Chaque fois que Samantha oubliait un paiement, je réglais le problème. J'ai refermé le carnet. Et je l'ai remis à sa place. Je n'étais plus leur assistant. Ni l'engrenage d'un système qui m'a effacé dès que je n'étais plus utile. 3 jours plus tard, un autre message de Samantha. Tu plaisantes, j'espère? Ils vont couper l'électricité. Tu vas vraiment laisser ça arriver à ta propre famille? J'ai répondu par une seule phrase. Je ne laisse rien arriver. Je laisse chacun assumer ses choix. Silence. Pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'un matin, je reçoive un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Lorraine, la voisine de mes parents depuis plus de 20 ans. Tes parents vont bien? Ta mère m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui vendait une maison. Je crois qu'ils ne s'en sortent plus. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché. Je ne me suis pas senti vengé. Je n'ai pas souri. Mais je n'ai pas pleuré non plus. Je suis juste resté là, debout, regardant par la fenêtre, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres. Et pour la première fois, ce n'était pas le poids du devoir que je portais, c'était la légèreté d'avoir choisi de sortir de ce cycle. Et de ne jamais y retourner. Lundi matin, un message est arrivé d'un numéro inattendu. C'était Monsieur Walter, l'autre voisin de mes parents. Tes parents vont bien? Ta mère s'est encore trompée de date aujourd'hui, mais elle a reçu une lettre de la banque. Avis de saisie immobilière. Tout va bien chez vous? Je suis resté à fixer l'écran pendant de longues secondes. C'était arrivé. Et plus vite que je ne le pensais. 4 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu entre le jour où j'ai arrêté d'aider, et le moment où la maison a commencé à s'effondrer. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas décroché. Peu après, un message. Fils, s'il te plaît. On a besoin de toi maintenant. C'est sérieux. J'ai lu. Puis j'ai posé le téléphone comme si ce message venait d'une autre vie. Mais à l'intérieur, le poids était toujours là. Pendant des années, j'ai cru que, lorsque ce moment arriverait, je ressentirais une forme de satisfaction amère. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une fatigue. Profonde. Comme si mon corps avait enfin compris qu'il ne courait plus pour éteindre des incendies qu'il n'avait pas allumés. 2 jours plus tard, pour la première fois depuis des semaines, Samantha s'est présentée à la porte de mon appartement. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, elle portait un vieux sweat froissé, et tenait une pile de papier en désordre. Son regard trahissait le désespoir. « J'ai juste besoin de 5 minutes, dit-elle, presque à bout de souffle. Juste 5 minutes, s'il te plaît. » J'ai croisé les bras, bloquant l'entrée. Mon visage était fermé, impassible. « Tu viens demander de l'argent? » « Non, répondit-elle aussitôt, la voix tremblante. « J'ai juste besoin d'aide pour parler à la banque. Je ne comprends pas les termes. Je suis perdu. Et l'héritage que tu as reçu? »
J'ai posé la question d'un ton aussi neutre que si je commentais la météo. Elle a baissé les yeux et murmuré. Il est bloqué dans un placement. Si je retire maintenant, il y a des pénalités. Je ne pensais pas que ça empirerait si vite. J'ai levé un sourcil. Mais t'as signé tout ça sans hésiter, non? Je croyais que papa et maman géraient tout parfaitement. J'ai pas réfléchi. Exactement, les jeux interrompus. Tu ne réfléchis jamais. Elle est restée silencieuse. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi, et je suis resté là, debout dans le couloir avec elle. C'est la leçon dont tu as besoin. Tout le monde trébuche, Samantha. Mais on ne grandit pas si quelqu'un est toujours là pour nous rattraper. Tu vas vraiment les laisser perdre la maison? Je ne laisse rien arriver. Ils ont fait des choix. À eux maintenant d'en assumer les conséquences. Je me suis retourné et je suis rentré chez moi, laissant ma sœur seule dans le couloir. 3 jours plus tard, j'ai croisé un ancien camarade de lycée, Ben, aujourd'hui agent immobilier. On était à un événement de photographie au centre culturel de la ville. J'étais sur le point de lui parler d'un projet photo sur lequel je travaillais quand il m'a coupé, les yeux écarquillés. « Attends, la maison de tes parents, c'est bien celle de Vine Street. » J'ai hoché la tête. Quelqu'un dans mon équipe en a parlé. Apparemment, ils essaient de vendre en urgence. Vieille maison, beaucoup de réparations à faire, risque élevé de saisie. Tu tiens le coup? J'ai esquissé un léger sourire. Moi, ça va. C'est eux qui ne vont pas bien. Ben a eu l'air de vouloir dire quelque chose, puis il s'est ravisé. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Tout en haut de ma boîte de réception, une notification d'une organisation d'aide juridique avec laquelle j'avais fait du bénévolat à l'université. Ils recrutaient des mentors pour aider des personnes âgées à faire face aux dettes liées à leur logement. J'ai souri tout seul. La vie a une façon bien à elle de boucler la boucle. Je suis resté un moment à regarder l'écran, puis j'ai commencé à remplir le formulaire. Pas pour mes parents. Ni pour Samantha. Mais pour moi. Pour ce gars qui, enfin, avait appris à tourner la page. Je n'avais plus besoin de sauver cette vieille maison. Mais si je pouvais utiliser tout ce que j'avais vécu pour empêcher quelqu'un d'autre de tomber dans le même piège, alors peut-être, juste peut-être, que tout cela en valait la peine. C'était un samedi après-midi. Je venais de rentrer d'un atelier de photographie, et tout ce que je voulais, c'était une tasse de thé chaud et une soirée tranquille chez moi. Mais en me garant, j'ai vu une camionnette grise arrêtée près du portail de l'immeuble. Je l'ai reconnue tout de suite. Il y a 4 ans, j'avais co-signé pour que mon père puisse l'acheter, puisqu'il n'avait plus de crédit. L'année dernière, j'avais même transféré le titre à son nom, comme ultime geste de confiance. Et maintenant, elle était là. Comme un rappel amer. Je suis descendu de ma voiture et j'ai marché lentement. Mes parents étaient debout devant l'entrée. Samantha, un peu en retrait, tenait son sac fermement, le visage marqué par une inquiétude à peine dissimulée. Je n'ai rien dit. Je me suis arrêté à quelques pas, les bras croisés, attendant. Ma mère, Denise, a été la première à parler. Sa voix tremblait. « Mon fils, désolé de venir comme ça, mais la situation nous échappe. La banque va saisir la maison la semaine prochaine. » Mon père a enchaîné, la voix plus basse et fatiguée que je ne l'avais jamais entendue. « On a fait une erreur. Je le sais. Mais si on perd la maison, ta mère ne s'en remettra pas. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai demandé, froidement. « Alors pourquoi, quand vous avez rédigé le testament, vous avez décidé que je ne méritais pas d'y figurer ?» Il a baissé les yeux. Ses mains tremblaient alors qu'il triturait le bord de sa veste. « À l'époque, on pensait que tu t'en sortirais. Tu as toujours été le plus fort. Et Samantha ? Les jeux interrompus. Elle peut échouer, être pardonnée et hériter de tout, c'est ça ? » Je me suis tourné vers ma sœur. Elle a simplement serré les lèvres, incapable de répondre. Aucune explication. Aucun démenti. Ai-je continué ? J'ai sacrifié ma jeunesse sans rien demander. Et en retour, j'ai été effacé. Vous avez supposé que le fils fort allait tout porter. Ma mère pleurait. On ne savait pas que ça irait si loin. Tu pourrais pas nous aider juste quelques mois ? Le temps de se stabiliser. J'ai secoué la tête.
J'ai senti comme si le vent froid me traversait la poitrine, emportant avec lui des années d'obligation. Je ne dis pas non parce que je ne peux pas aider. Je dis non parce que si j'aide encore, tout recommencera. Personne ne croira qu'il faut changer. Samantha, d'une voix faible, a finalement parlé. Je ne pensais pas que ça deviendrait si compliqué. Je croyais que ce n'était qu'une question de temps. Je ne pensais pas que tu couperais les ponts si vite. Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des semaines, avec fermeté. Je ne suis pas parti vite. J'ai prévenu. J'ai attendu. J'y ai cru. Mais notre famille a choisi d'ignorer tout ça. Ma mère a murmuré, les larmes continuant de couler. Alors, c'est la fin? Je les ai regardées. Ma mère, qui autrefois me berçait quand j'étais petit. Celle à qui j'avais donné des médicaments, préparé des repas quand elle était malade, et soutenu lors de la retraite de mon père. Et à ce moment-là, j'ai vu clairement. La ligne entre les liens du sang et l'amour véritable. Je n'ai rien détruit, ai-je dit. Tout s'est terminé le jour où vous avez décidé qui méritait d'être retenu, et qui pouvait être oublié. Personne n'a répondu. Le vent de fin d'automne sifflait entre les arbres nus, et aucun manteau ne suffisait à chasser ce froid-là. Je suis monté les marches, j'ai sorti mes clés et j'ai ouvert la porte. Avant d'entrer, je me suis retourné une dernière fois. J'espère que vous trouverez une solution. Mais je ne suis plus le bouée de sauvetage de cette famille. Je me suis tourné vers Samantha et j'ai dit calmement. Si tu veux vraiment grandir, c'est ta chance. Moi, je suis descendu du manège. À toi de jouer. J'ai refermé la porte derrière moi. Et même avec le vent à l'extérieur, chez moi, pour la première fois, le silence était devenu paix. Après cette dernière rencontre, je pensais que le silence reviendrait. Que la vérité les ferait réfléchir, reculer, blessés dans leur orgueil. Mais j'avais surestimé la conscience de ceux qui ont passé leur vie à vivre aux dépens des autres. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Olivia, une collègue du centre culturel. T'es sur Facebook? Va voir le profil de ta mère. Il se passe un truc de fou là-bas. Mes mains tremblaient légèrement en tapant son nom dans la barre de recherche, Denise Miller. La timeline était remplie de photos de fleurs, de phrases de motivation et d'un post qui m'a glacé le sang. Une photo de notre ancienne maison, accompagnée de la légende. C'est déchirant quand un fils tourne le dos à sa propre famille. Il nous a abandonnés dans la maladie, dans la vieillesse, après tout ce qu'on a fait pour lui. Plus de 80 partages. Les commentaires étaient un mélange de consolation et de jugement. Fil ingrat. Comment peut-on faire ça à ses parents? Quelle honte. J'ai continué à faire défiler. Un autre post. Cette fois, de mon père. On a toujours cru qu'il aimait sa famille. Mais quand on a eu le plus besoin de lui, il a simplement disparu. La maison va être saisie, et il agit comme si de rien n'était. Et enfin, un de Samantha. Y a des gens qui sont généreux seulement quand ils contrôlent tout. Quand il faut descendre de leur piédestal pour aider vraiment, ils choisissent le silence. C'est ça, être fort, aujourd'hui? J'ai serré mon téléphone dans ma main. Mais je n'étais pas en colère. Ni surpris. Juste fatigué. Ils avaient essayé de me manipuler avec la culpabilité, échoué, et maintenant, ils dégainaient l'arme du victimisme public. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que je n'étais plus silencieux. Ce soir-là, je suis allé sur mon profil, que je n'utilisais presque jamais, et j'ai fait une seule publication. Pas de fond coloré. Pas d'émoji. Juste des mots. Ma famille ne raconte qu'un seul côté de l'histoire. Alors, pour être juste, voici le mien. J'ai joint une photo du testament avec le nom de Samantha comme unique héritière. Puis, des photos des factures de l'hypothèque, d'eau, d'électricité, d'assurance, tout à mon nom. Et pour finir, une capture d'écran du dernier message reçu de ma mère, me demandant 2900 $ pour sauver la maison. J'ai terminé par une seule phrase. Mon silence n'était pas un consentement. J'attendais juste le bon moment pour dire la vérité. Et ce moment, c'est maintenant. Moins de 10 minutes plus tard, les commentaires ont commencé à arriver. Tu as fait tout ça tout seul? Incroyable. J'ai toujours trouvé bizarre que ta sœur vive sans travailler. Tu n'avais pas à te justifier, mais merci d'avoir eu le courage de montrer la réalité. Les gens ont commencé à partager.
Des personnes qui connaissaient mes parents depuis des années. D'autres, qui se sentaient elles aussi utilisées par leur propre famille. 2 jours plus tard, ma mère a supprimé tous ses posts. Mon père a désactivé son compte. Samantha a changé sa photo de profil pour une fleur en noir et blanc, le drame habituel quand elle perdait le contrôle. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté d'autre. Je suis juste resté là, assis sur le canapé, à écouter la pluie frapper la fenêtre, et pour la première fois, j'ai senti que la justice était de mon côté. Je n'avais pas besoin d'excuses. Ni de reconnaissance publique. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent. Et à ce moment-là, il m'a semblé que, finalement, ils avaient compris que je n'étais plus quelqu'un qu'ils pouvaient manipuler. Un seul poste. Et la fin de longues années de silence forcé. Depuis le jour où j'ai publié cette vérité, je n'ai plus jamais entendu parler de ma mère, de mon père, ni de Samantha. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le silence de celui qui attend. C'était le silence de celui qui a enfin accepté. Ils avaient perdu le seul fils qui revenait toujours, malgré chaque manque de respect. J'étais devenu l'opposé de ce que j'étais. J'ai commencé à vivre. Tous les lundis matins, je donnais un cours de photographie au centre culturel de la ville, pour un groupe d'adolescents. Voir leurs yeux briller en tenant un appareil photo pour la première fois, me rappelait que chacun voit le monde à travers sa propre lentille. Le soir, j'ai suivi un cours de montage vidéo, quelque chose dont j'avais toujours rêvé, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Ou plutôt, on ne m'avait jamais laissé rêver. Maintenant, personne ne dépendait plus de moi. Et pour la première fois, c'était libérateur. J'ai recommencé à faire des balades en fin d'après-midi, sans me presser. Je me suis remis à faire des gâteaux le week-end. J'ai posté des photos simples sur Instagram, sans craindre d'être traité de faux ou de superficiel. J'ai rencontré de nouvelles personnes dans mes cours, des gens qui ne me voyaient pas comme le fils responsable de la famille, mais simplement comme moi. Pendant que j'apprenais à respirer à nouveau, l'ancienne maison familiale a commencé à apparaître dans des annonces de vente. Un ami à moi, Marcus, devenu agent immobilier, m'a envoyé un message. La maison de tes parents est listée à 390 000. Mais elle ne bouge pas. Aucune offre. On dirait qu'ils n'ont pas réparé le toit ni refait l'électricité. Je n'étais pas surpris. Plus personne pour changer les fusibles à minuit. Plus personne pour appeler le plombier un dimanche. Plus moi. Cette maison n'avait survécu que grâce à moi. Et maintenant, elle reflétait la vérité, négligée, sans entretien, avec personne pour la maintenir debout. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Madame Lorraine, la vieille voisine de toujours. Elle a appelé juste pour prendre de mes nouvelles. Mais avant de raccrocher, elle a glissé. Ah, il paraît que Samantha est revenue vivre chez tes parents. Je la vois aller faire les courses pour eux, mais tu sais, elle n'a pas l'air très heureuse. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable et pris une gorgée de café. Autrefois, entendre ça m'aurait serré le cœur. Mais maintenant, j'ai simplement haussé les épaules. Peut-être que ce dont Samantha avait le plus besoin, c'était justement de vivre l'instabilité qu'elle avait toujours refusé de voir. Je n'étais pas heureux de leur chute. Je ne portais simplement plus le poids de choix qui n'avaient jamais été les miens. Pour la première fois depuis 10 ans, mon compte bancaire grandissait mois après mois. J'ai réservé un voyage d'automne à Seattle, je voulais photographier les feuilles qui changent de couleur. J'ai commandé un appareil photo semi-professionnel que je considérais autrefois comme un luxe inutile. Et surtout, j'ai commencé à prendre soin de moi, comme je l'avais fait pour tout le monde, pendant des années. J'ai aussi recommencé à écrire. Pas des confessions défensives, mais un blog sur la façon de rompre avec les dynamiques familiales toxiques. Certains textes sont devenus viraux. J'ai reçu des messages de gens qui disaient « Tu as mis en mots ce que je n'ai jamais su exprimer ». Et un jour de pluie, alors que j'éditais des photos dans mon café préféré, mon téléphone a vibré. Réduction de 30 000 sur le bien du 218 Vine Street. Vente urgente. J'ai regardé la photo de la maison. Toit sombre, clôture pourrie, volets écaillés. Cette maison symbolisait autrefois le devoir, la pression, le sacrifice. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une structure vide. Et moi, je n'étais plus le sauveteur. J'ai appuyé sur « Masquer la notification », refermé mon téléphone, et j'ai souri. Un sourire léger. Plus léger que tous les soupirs que j'ai gardés pendant des années. Je n'appartenais plus à cet endroit.
Par un après-midi froid d'hiver, je marchais autour du lac Liberty, mon nouvel appareil photo pendu au cou. La lumière dorée du crépuscule traversait les branches nues et se reflétait sur l'eau. J'ai levé l'appareil et j'ai cliqué, un petit garçon courait au loin, et sa mère le suivait en souriant, appelant son prénom. Et à cet instant, j'ai compris. Il y a des choses qu'on ne peut pas retenir. Parce qu'elles n'ont jamais vraiment été à nous. J'ai grandi en croyant que la famille était quelque chose qu'on ne pouvait jamais perdre. Que le sang était un lien éternel. Mais aujourd'hui je sais, ce qui rend une famille réelle, ce n'est pas l'ADN. C'est le respect. C'est la gratitude. J'ai tout donné en espérant être vu. Et au final, j'ai été le non oublié dans le testament. J'ai été traité de « dramatique » simplement parce que je refusais de continuer à porter les autres sur mon dos. Mais je ne suis plus en colère. J'ai juste lâché prise. Cette maison, où j'ai vécu tant d'années, a été mise en vente pour la 3e fois. On m'a dit que, chaque fois qu'un visiteur arrive, Samantha essaie de jouer la propriétaire responsable. Mais quand on lui parle d'entretien ou de facture, elle se contente de sourire, sans savoir quoi répondre. Parce que, pendant des années, personne ne lui a appris à gérer quoi que ce soit. Et moi? Je ne suis jamais retourné là-bas. Mais un jour, une lettre est arrivée. Écrite à la main. Dans une enveloppe bleue, avec cette écriture que je connaissais depuis l'enfance. C'était ma mère. Elle parlait de ses nuits sans sommeil. Elle disait qu'elle ne savait pas par où recommencer. Que mon père n'était plus l'homme fort d'autrefois. Et à la fin, elle a écrit. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour réparer tout ça, mais si tu es prêt, je suis encore là. J'ai lu. Calmement. Je ne l'ai pas déchiré. Je n'ai pas répondu non plus. Je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. À côté de négatifs de vieilles photos et d'ébauches inachevées. Des choses qui ont encore besoin de temps, pour être comprises. Je ne les hais pas. Je n'ai simplement plus la force de tout sacrifier, sans être entendu. J'ai continué ma vie. J'ai continué à enseigner. À photographier. À écrire. J'ai même organisé une petite exposition dans le café d'un ami. Une série d'images racontant, en silence, mon parcours de guérison. Des gens sont venus, ont regardé, ont commenté. Une femme d'une 50aine d'années s'est approchée, m'a serré la main et a dit. Je ne sais pas pourquoi, mais chacune de ces photos semble parler au nom de quelqu'un qui est resté silencieux trop longtemps. J'ai simplement souri. Parce qu'elle avait raison. Toute ma vie, je suis resté silencieux. Pour garder la paix. Pour ne pas être le fils ingrat. Pour essayer de mériter une place dans une famille qui me voyait comme un devoir. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un autre type de paix. Pas celle qui vient de la reconnaissance des autres. Mais celle qui naît quand on choisit enfin soi-même. J'ai appris à m'aimer sans demander la permission. J'ai appris à dire non sans culpabilité. J'ai appris à laisser les autres faire face aux conséquences de leurs propres choix. Et surtout, j'ai appris à ne plus regarder en arrière. Ils sont toujours ma famille, sur le papier. Dans les souvenirs. Mais plus au centre de mes décisions. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. S'il y aura une réconciliation ou si tout restera comme ça. Mais, sincèrement, ce n'est plus important. Parce que maintenant je comprends. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui portent le même nom. C'est ceux qui valorisent ta présence. Qui ne prennent pas ta bonté pour une obligation. Qui te voient. Qui te choisissent. Et si personne ne le fait pour toi? C'est pas grave. Parce que moi, je l'ai fait. Je me suis choisi. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est un éveil. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Je crois que parfois, couper les liens n'est pas un acte de cruauté, mais un acte d'amour envers soi-même. On nous apprend à tout supporter pour garder la famille unie, mais à quel prix? Cette histoire m'a profondément touché, car elle nous rappelle que choisir sa paix n'est jamais un signe de faiblesse. C'est un signe de guérison. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes toxiques, même si elles faisaient partie de votre famille? Je lis chaque message avec attention. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine.